to Mars and beyond. I don't think it was lost on either vendor that whichever lander was available first to ensure that America achieves its strategic objectives on the moon is the one we were going to go with. Dès son premier jour en tant que nouvel administrateur de la NASA, Jared Isaacman a clairement indiqué que l'agence choisirait l'entreprise qui terminerait son atterrisseur lunaire en premier. SpaceX d'Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos. Ça vous dit quelque chose? Ça devrait. En octobre dernier, l'administrateur intérimaire de la NASA de l'époque, Sean Duffy, avait rouvert le contrat de l'atterrisseur lunaire de SpaceX, affirmant que l'entreprise était en retard sur le calendrier. En réponse, SpaceX avait déclaré à la NASA qu'elle proposait une mission simplifiée afin de ramener des astronautes sur la Lune plus rapidement. Alors, à quoi pourrait bien ressembler ce plan? Quand les gens commencent à imaginer une manière plus simple pour SpaceX d'aller sur la Lune, la première idée qui revient presque toujours est Crew Dragon. Et honnêtement, à première vue, ça semble logique. C'est un vaisseau éprouvé et fiable qui transporte des humains en orbite basse depuis des années. L'instinct est donc, pourquoi ne pas l'utiliser et aller juste un peu plus loin? Le problème, c'est que ce « un peu plus loin » représente en réalité un saut bien plus important qu'il n'y paraît. Ce qui rend tout cela si difficile, c'est que vous ne supprimez pas vraiment la difficulté, vous la déplacez simplement ailleurs. Chaque tentative de simplification de la mission transfère la partie la plus complexe vers un autre point qui semble moins risqué ou moins controversé. Mais la mécanique orbitale se moque des impressions ou de la politique. Vous poussez à un endroit et la physique réagit ailleurs. C'est pour cela que l'on a l'impression de tourner en rond sans jamais parvenir à une solution claire et élégante. Au cœur de tout cela se trouve l'énergie. Ramener des personnes de la surface lunaire jusqu'à la Terre en toute sécurité coûte à peu près la même quantité d'énergie, peu importe à quel point la trajectoire semble astucieuse sur le papier. Les vraies économies ne sont possibles que lorsque les manœuvres ont lieu à grande vitesse, ce qui explique l'importance de l'orbite basse terrestre, de l'orbite basse lunaire et de l'entrée atmosphérique directe. Dès que l'on tente d'être malin en orbite terrestre haute, sur le trajet de retour depuis la Lune, ou en fractionnant les manœuvres en petites étapes, cet avantage disparaît et les besoins en propergol explosent. C'est pour cela que tant d'idées du type « et si on faisait juste » meurent discrètement dès que quelqu'un calcule réellement les delta-V. Dragon lui-même constitue l'autre mur contre lequel on se heurte sans cesse. C'est un excellent taxi pour l'orbite basse, mais il n'a jamais été conçu comme un vaisseau spatial pour l'espace lointain. Il ne peut pas supporter les vitesses de retour lunaire. Il n'a pas le delta-V nécessaire pour aider réellement Starship, et dès qu'on l'envoie au-delà des ceintures de Van Allen ou qu'on le place sur des orbites terrestres longues et très elliptiques, on déclenche immédiatement des exigences en matière de radiation, de thermique et d'avionique qui en font pratiquement un véhicule entièrement nouveau. Les réticences de la NASA ne relèvent pas seulement du conservatisme. Même de petites modifications de Dragon se transforment en années d'essais et de certification. C'est pour cela que l'idée paraît séduisante sur le papier, mais s'effondre dans la pratique. Si l'on exclut le ravitaillement lunaire, si l'on exclut le retour de Dragon à des vitesses lunaires, et si l'on exclut l'aérocapture, on oblige Starship à effectuer seule une capture terrestre entièrement propulsive après avoir quitté la Lune. Cette seule décision ajoute discrètement quelque chose comme 3 km par seconde de delta-V, qui ne sont tout simplement pas disponibles, même en se ravitaillant à nouveau en orbite basse ou en partant d'une orbite plus haute. Falcon Heavy, des étages consommables ou des réservoirs supplémentaires n'y changent pas grand-chose, car le problème n'est pas la quantité d'énergie au lancement, mais l'endroit précis où cette énergie doit être appliquée. Des idées comme fractionner la manœuvre de retour vers la Terre ou faire rencontrer Dragon et Starship à mi-chemin semblent intuitives, mais elles se heurtent exactement au même obstacle. Si Starship ralentit suffisamment pour permettre à Dragon de s'y arrimer en toute sécurité, vous avez déjà dépensé l'essentiel de l'énergie que vous cherchiez à économiser.
Le faire plus tôt est encore pire, car l'effet Aubert est plus faible et chaque tonne de propergol apporte moins de performance. Cela paraît astucieux, mais la physique fait payer des intérêts en silence tout au long du trajet. La seule idée qui a presque un véritable impact consiste à utiliser un autre grand véhicule pour fournir de l'énergie à HLS sans que HLS n'ait à brûler son propre propergol, que ce soit un second Starship ou un dépôt jouant le rôle de pousseur. Cela semble plausible parce que cela respecte réellement les endroits où l'énergie compte le plus sur la trajectoire. Le problème est que l'amarrage de 2 véhicules de la classe Starship et la transmission d'une poussée énorme à travers une interface d'amarrage dépassent largement tout ce qui a été démontré jusqu'à présent, et toute défaillance serait immédiatement catastrophique. La NASA considérerait cela comme une architecture entièrement nouvelle et à haut risque, et exigerait de multiples démonstrations sans équipage avant d'autoriser des astronautes à s'en approcher. Qu'on soit clair, on peut envoyer Dragon jusqu'à la Lune si on le souhaite vraiment, mais cela impliquerait des améliorations sérieuses, bien que réalisables, qui transformeraient Crew Dragon en quelque chose de beaucoup plus proche d'un véritable véhicule pour l'espace lointain. Si vous ne voulez pas que Dragon soit capable d'opérations lointaines et que vous ne voulez pas de ravitaillement habité en orbite lunaire, il ne reste pratiquement que 2 options. Emmener Dragon jusqu'en orbite lunaire ou rendre Starship lui-même capable de ramener directement des humains sur Terre en traversant l'atmosphère. Alors, quelle est la vraie solution ? Si l'on enlève tout le superflu et que l'on regarde honnêtement les exigences, on demande une architecture à Starship HLS unique qui évite le ravitaillement habité, évite de transformer Dragon en vaisseau d'espace lointain, évite la certification habitée de Falcon Heavy, évite d'emmener Dragon sur la Lune, limite le nombre de lancements de ravitailleurs et ramène malgré tout l'équipage sain et sauf. C'est un cadre extrêmement contraignant. Si la crainte est que le développement de Starship lui-même, en particulier le ravitaillement, retarde les missions Artemis ultérieures, alors il n'existe pas de solution de contournement qui repose encore sur Starship. On ne corrige pas les retards de Starship en ajoutant davantage de complexité à Starship. Dans ce cas, les seules véritables alternatives sont SLS et Orion, et si Blue Moon est prêt plus tôt, son utilisation. Ces systèmes existent précisément pour contourner les risques liés à Starship. Mais si la préoccupation est inverse, à savoir que SLS et Orion ne peuvent pas soutenir une cadence significative et devront de toute façon être retirés à terme, alors la réponse la plus simple consiste à s'engager pleinement dans Starship dès le départ. Une architecture simple, uniquement basée sur Starship, sans hybride ni demi-mesure. Elon répète depuis des années que Starship est censé assurer l'intégralité de la mission lunaire de bout en bout, et il s'agit ici de prendre cette idée au sérieux plutôt que de chercher à l'éviter. Une entrée, une descente et un atterrissage lunaire direct avec Starship ne seront pas fiables du jour au lendemain. Cela prendra des années. Malgré tout, c'est probablement encore la voie la plus rapide vers une présence lunaire permanente, car chaque solution de contournement ajoute de la complexité sans réellement réduire le risque. C'est sans doute ce qu'Elon entendait par mission simplifiée. Non pas moins de défis, mais moins de pièces mobiles. Vu sous cet angle, un autre schéma apparaît clairement. Le ravitaillement en orbite lunaire revient sans cesse, quoi que fassent les gens pour l'éviter. Non pas parce qu'il est élégant ou pratique, mais parce que c'est l'endroit le moins mauvais pour payer la facture énergétique. Chaque alternative semble plus simple jusqu'à ce que l'on additionne réellement les besoins en propergol, et l'on découvre alors qu'elle coûte plus qu'elle ne fait économiser. La Lune elle-même aide plus qu'on ne le pense souvent. L'oxygène y est abondant et c'est l'élément le plus lourd du mélange de propergol. Le méthane ou l'hydrogène peuvent être transportés depuis la Terre beaucoup plus efficacement parce qu'ils sont plus légers. Ce qui manque réellement sur la Lune, c'est le carbone. Si l'on veut apporter du carbone à la surface lunaire, le méthane liquide est l'option la plus simple pour commencer.
Le kérosène est plus dense et transporte davantage de carbone. Et si l'on voulait pousser l'efficacité plus loin à long terme, quelque chose comme une boue kérosène-graphite pourrait déplacer d'énormes quantités de carbone sous forme liquide, ce qui est bien plus simple que de transporter des blocs de carbone solides. De façon réaliste, les premières missions expédieraient simplement du méthane liquide et produiraient l'oxygène localement, avant de passer à des méthodes plus efficaces à mesure que la demande augmenterait. Tout dépôt de carburant, qu'il soit unique ou multiple, aura besoin de réfrigération et d'ombre. Cela peut sembler intimidant, mais c'est tout à fait réalisable. De grands pare-soleils peuvent aussi servir de panneaux solaires, et l'énergie qu'ils produisent peut être utilisée pour refroidir l'oxygène et les carburants stockés. Avec suffisamment de propergol stocké dans un Starship modifié en dépôt, on pourrait ravitailler complètement un Starship lunaire, voire un Starship en route vers Mars. Pour les opérations lunaires, un second dépôt près d'une station de type Artemis pourrait compléter un atterrisseur avant la descente, puis à nouveau avant le retour. Rien de tout cela n'est impossible. La véritable contrainte est le calendrier, pas la physique. À long terme, on pourrait même imaginer un grand dépôt de carburant tournant lentement, fournissant une gravité artificielle et stockant oxygène, méthane et hydrogène pour n'importe quel vaisseau de passage. Les autres options à long terme incluent des vaisseaux utilisant des ergols hypergoliques uniquement dans l'espace, ou des systèmes à propulsion nucléaire. Chaque voie comporte des compromis, mais lorsqu'on prend du recul, l'approche centrée sur Starship cesse de paraître téméraire et commence à sembler inévitable.